C'est une conférence de presse, donc elle se déroule en deux parties comme d'habitude. Il y aura le propos liminaire de Madame la ministre, ensuite la phase de questions-réponses. Cette conférence de presse a deux axes. Le premier axe concerne les préparatifs du dialogue national inclusif. Le deuxième axe concerne toutes les inquiétudes donc, du public, des parties prenantes et des journalistes. J'invite très respectueusement Madame la ministre à lire son propos liminaire. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci d'avoir fait le déplacement du ministère de la Réforme des institutions ce matin pour couvrir cette conférence de presse. Mesdames et messieurs les journalistes des médias nationaux et internationaux, l'honneur m'est choix en tant que ministre de la Réforme des institutions d'être face à vous pour la première fois en conférence de presse à 10 jours d'un rendez-vous historique pour notre pays, le Gabon. Il s'agit du dialogue national inclusif, prévu pour se tenir dans les prochains jours. Ce dialogue, qui diffère en tout point avec toutes les autres assises que le pays a connues. Ce dialogue cristallise déjà un vif débat, notamment sur son agenda, sa préparation et sa conduite, son format, voire ses participants, démontrant ainsi la soif des Gabonais de réformer leur pays. Il s'agit pour les Gabonais de se parler, de se concerter. Comme le dit le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, je cite, « Le dialogue national inclusif est une conversation entre Gabonais en vue d'identifier ensemble les maux du pays et leur trouver des remèdes consensuels. » Mon propos porte en effet sur deux axes. Le premier concerne l'état global des préparatifs du dialogue national inclusif. Et le deuxième porte sur les inquiétudes des uns et des autres sur la tenue, la conduite et les actes de ce dialogue. Si les questions que se pose le public ne sont pas anodines, si elles soulèvent les passions et sèment même le doute, le trouble dans les esprits, cette conférence de presse vise à rassurer le même public, les différentes composantes de notre nation et même la communauté internationale de la bonne marche des préparatifs du dialogue national à venir. Je puis vous dire que les préparatifs vont bon train. Au plan infrastructurel, les travaux de réhabilitation menés via la coopération chinoise et une entreprise locale, les travaux sont sur la phase de finition. Au plan organisationnel, nous avons passé en revue les différents besoins. Tout sera fin prêt cette fin du mois. Concernant l'agenda du dialogue national inclusif, je confirme, à la suite du communiqué final du Conseil des ministres du 20 mars 2024, donc le 20 mars dernier, je confirme qu'il se tiendra du 2 au 30 avril 2024 à Libreville et à Kanda, et spécifiquement les cérémonies d'ouverture et de clôture qui sont prévues le 2 et le 30 avril se tiendront au Palais des Sports, 6 à Petit Paris. Les plénières, quant à elles, ainsi que les travaux en commission, auront lieu au stade de l'amitié sino-gabonaise dans la commune d'Akanda, au nord de Libreville. Les autorités de la transition, en tête desquelles le président de la République, sont déterminées à tenir les engagements pris devant le peuple gabonais, devant la communauté internationale, au soir du coup de libération du 30 août 2023. Cette détermination est bien ce qui rassure nos partenaires internationaux, comme le témoigne la réintégration de notre pays au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la levée de toutes les sanctions contre notre pays. Au sujet des inquiétudes de certains, il y a le caractère inclusif des assises. C'est un dialogue inclusif parce qu'il n'exclut personne. Il a été inclusif déjà lors de sa préparation dans la mesure où le peuple a été consulté suite à l'appel à contribution lancé par le Premier ministre de la Transition, M. Raymond Ndongsima, le 2 octobre 2023. Et cet appel à contribution nous a permis d'avoir plus de 38 000 points de vue, propositions de solutions de nos compatriotes sur l'ensemble du pays et à l'extérieur. Par ailleurs,
les peuples autochtones, les personnes vulnérables, notamment celles vivant avec un handicap quel qu'il soit. Toute la classe politique sera représentée. Les grands corps de l'État, les administrations, les autorités locales, la société civile, les femmes, les jeunes, les sages seront également représentés tel cela a été décliné dans le décret numéro 115/PR/PT/MRI du 8 mars dernier. Parmi les sujets qui font débat, il y a aussi la question de la souveraineté du dialogue national inclusif. Déjà, les protagonistes de ce débat n'ont pas la même définition de la souveraineté. Généralement, lorsqu'on parle de souveraineté dans ce cadre, c'est que les actes du dialogue s'imposent. Or, il y a des questions, notamment en matière constitutionnelle ou au plan des traités internationaux, qui nécessitent d'être traités par des juristes et des spécialistes. C'est tout le sens de l'Assemblée constituante qui devra réécrire le projet de constitution soumis très prochainement, notamment en fin d'année, au peuple gabonais. Pour notre part, la souveraineté qui appartient au peuple et non à une partie du peuple, comme l'indique la Constitution, sera exprimée, comme je viens de le dire, lors du référendum constitutionnel de la fin de l'année. Il est important de rappeler que le caractère souverain tant réclamé a commencé à se manifester avec les contributions du peuple gabonais. Une autre question importante est également soulevée. C'est celle de la nécessité d'une commission vérité, justice, réconciliation, quelle que soit l'appellation. À entendre les critiques, d'aucuns pensent que le gouvernement de la transition n'a pas la volonté d'aborder cette question. Il faut pourtant savoir que la question a été posée dans les contributions. Pourtant, mettre en place une telle commission nécessite un temps, parfois très long, car il est question notamment de mener des enquêtes pour la manifestation de la vérité. Le temps de la justice est plus long que le temps médiatique. Il n'est pas exclu que le dialogue national inclusif décide de l'agenda de cette commission, mais je ne peux en préjuger de rien. J'en ai fini avec mon propos préliminaire. Je vous remercie de votre aimable attention et à présent, je suis disposée à répondre à d'éventuelles questions. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les médias, chers journalistes, donc la phase des questions va commencer et il s'agira donc de vous présenter, de présenter votre média et de poser votre question. Oui, ici. Ah, juste à côté. Attendez, je vais plus dire son micro est arrêté. Je dois faire quoi? Ok. Madame le ministre, bonjour. Bonjour. Maurice Bioma, du Média 360. Alors, dans votre propos d'introduction, en quoi exactement ce dialogue est-il inclusif lorsqu'on sait que 2000 participants attendus à ce dialogue est passé à 580? Pourquoi avoir réduit le nombre de ces derniers? Sur quels critères ont été choisis? Ils viennent de quel milieu? Ils sont de quelle priorité? C'est la première question. Si je peux ajouter la deuxième. Allez-y. Alors, Madame le ministre, il y a également le nombre de contribuants, environ 30 000. Est-ce que ce chiffre est représentatif? Une troisième? Allez-y. Tant qu'à faire. Merci. Alors, la société civile et les acteurs politiques avaient sollicité le report de ce dialogue. À voir le gouvernement est sourd aux appels de ces derniers. Qu'est-ce qui justifie ce silence? Merci. Alors, je vais commencer par la dernière question. Il n'y a pas eu de silence. Parce que le chef de l'État, toute cette semaine et bien avant, n'a eu de cesse de consulter les uns et les autres
suite aux différentes récriminations faites sur les réseaux sociaux. La dernière rencontre est celle d'hier matin avec le Conseil national des sages, conduite par notre aîné, notre papa, voire plus, M. Révangué. Et le chef de l'État, accompagné de quelques membres du CTRI et du membre du gouvernement que je suis en charge de la question, a indiqué à M. Révangué et à sa délégation que le gouvernement de la transition et le CTRI ne sont pas sourds aux préoccupations des uns et des autres. Seulement, c'est certainement le manque de communication, un défaut de communication de ma part et d'autres qui appellent peut-être ces interrogations. Mais leurs préoccupations ont déjà été prises en compte et au cours des échanges, M. Révangué a très bien compris que nous avons déjà intégré, mais nous n'avons pas communiqué. Pour la question liée au caractère inclusif, nous ne sommes jamais partis de 1000 à 580. Au cours de ma conférence de presse avec le représentant de RFI, j'ai bien indiqué entre 500 et 1000. Je vous invite à réécouter cette intervention. À aucun moment, je n'ai dit, pour le compte du gouvernement, qu'il s'agissait de 1000 délégués qui sont attendus au dialogue. Je pense qu'entre 500 et 1000, à 580. Je comprends que certains veulent qu'on élargisse, mais on ne peut pas élargir à l'infini. Il faut bien arrêter un format. Il faut bien arrêter les différents canaux. Il faut bien arrêter les différents critères. Et je voudrais vous rappeler, comme indiqué dans mon propos liminaire, qu'il y a eu des contributions, non pas 30 000, mais 38 000, plus de 38 000 de nos compatriotes ont répondu à un appel libre. Le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, le 2 octobre, a bien demandé à tout un chacun, tout citoyen gabonais, quel que soit le sexe, quel que soit le lieu de résidence, quelle que soit la conviction politique, religieuse ou autre, le Premier ministre nous a appelés, nous tous, les Gabonais, à contribuer, à faire notre diagnostic de la situation sociopolitique et économique, voire culturelle de notre pays, et à proposer des solutions. Si à l'issue de cet exercice, déjà 2 mois, donc le terme imparti par l'appel, nous avons fait un point à Ambo, nous étions à plus de 17 000 contributions. Le Premier ministre nous a instruit de procéder à une rallonge, donc une collecte supplémentaire sur 1 mois. Nous l'avons fait. Au cours du séminaire gouvernement CTRI, convoqué par le président de la transition, nous avons fait un point. Et le président de la transition a demandé que nous fassions à nouveau l'exercice sur 1 semaine. Nous sommes même allés à 10 jours parce que pour des questions techniques, nous rendre dans les différentes localités de notre pays nous a amené à décaler un peu. Et ce n'est qu'au bout de cet énième appel que nous avons pu récolter in fine 38 000, plus de 38 000 contributions. Alors, monsieur, lorsqu'on vous appelle pour aller à une cérémonie, si vous ne venez pas, ne demandez pas à la personne qui vous a appelé, ne lui donnez pas les torts. Vous êtes invité à une cérémonie, vous avez le droit d'y aller ou pas, mais si vous n'y allez pas, écoutez, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Que ceux qui estiment que le plus grand nombre, 38 000, n'est pas représentatif, mais qui demandent aux Gabonais quel format on aurait pu. On aurait fait l'appel à la contribution pendant combien d'années? Est-ce que les 2 millions d'habitants auraient répondu? Vous êtes sûr? Donc vraiment, je pense que nous avons un objectif, c'est de mettre ensemble des Gabonais pour parler, pour échanger sur les problèmes qui minent notre pays et qui a amené les forces de défense et de sécurité à travers le CTRI à poser l'acte que nous qualifions tous de salvateur, coup de la libération. C'est un terme qui est nouveau dans le jargon des interventions de rupture du processus démocratique, mais c'est un terme gabonais aujourd'hui, coup de libération fait par les forces de défense et de sécurité. Vraiment, je pense avoir répondu à vos questions. Les critères sont définis dans le décret. Je pense que les différents critères qui ont été posés par le décret du chef de l'État
et assez représentatif de notre société. Merci. Madame, je suis Franck Charlimandou, le Gabon Info. D'accord, madame, j'ai une question liée au nerf de la guerre. Je suis Franck Charlimandou, le Gabon Info. J'ai une question liée au nerf de la guerre. Ça va coûter combien? Ben, tout cela va coûter entre 3 milliards, 5 et 5 milliards. La loi de finances le prévoit, nous pensons avoir de quoi faire cet exercice en toute sécurité sur le plan financier. Bonjour Madame la Ministre. Je suis Arkabo Dianzamolé, du journal La Cité Enchantée. Madame la Ministre, récemment, des partis politiques, notamment ceux de l'opposition, ont fait une déclaration de presse pour appeler à ce que l'exécutif, du moins les organisateurs de ce dialogue inclusif, n'intègrent pas comme participants les membres du Parti démocratique gabonais, estimant que ces derniers sont responsables de la situation chaotique dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui et qui a amené les militaires à prendre le pouvoir. Que répondez-vous à ces derniers? Merci. Je réponds simplement que depuis le 30 août 2023, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité. Il n'y a que des Gabonais. Et nous invitons tous les Gabonais à venir, notamment ceux qui répondent à des critères, ceux qui ont été désignés par les différents groupements, à venir discuter. C'est un processus, la transition est un processus inclusif, un processus qui n'exclut personne, comme le dialogue national à venir. Merci. Oui, le second. Oui, pas de souci. Non, elle finit, elle a le micro. Oui, en fait, on finit l'allée et on revient. Madame la ministre, je suis Yvette Moussouda, journaliste reporter à Gabon 24. Donc, j'ai 2 ou 3 questions. La première est, après avoir suivi le dernier communiqué du comité de la transition à la restauration des institutions, on a remarqué que par rapport au bureau, les hommes politiques se sont détaillés la part d'union. Un commentaire sur ce choix. Je vais tout de suite, pour ne pas perdre la question. Je pense que tout le monde a... De quel communiqué vous parlez? Le 056, montrez-moi. Nous l'avons tous suivi dans la nuit, très tard pour certains et plutôt ce matin. Montrez-moi. Hein? Il y a des religieux, il y a des personnalités civiles, voire militaires, mais montrez-moi les hommes politiques dont vous parlez. Je parle des hommes religieux. Ah, vous avez dit hommes politiques, moi je... Non, c'est les religieux. Ah d'accord, j'ai mal entendu alors. Alors, les religieux, nous savons, incarnent la morale dans notre pays. Nous allons à un dialogue national inclusif au lendemain d'une situation très compliquée. Je pense que jusqu'à l'intervention des forces de défense et de sécurité, comme on dit chez nous, nous ne savions pas à quelle sauce nous allions être mangés. Une fois que le CGE a déclaré les résultats qui étaient les leurs. Nous avions en mémoire les événements de 2016, très douloureux. Nous avions en mémoire même un peu plus loin. Donc, je pense, à juste titre, le président de la transition, le CTRI, a estimé qu'il fallait vraiment que les religieux, aient une part assez, qui soit assez présent déjà dans le bureau et dans les commissions et sous-commissions, pour vraiment apaiser, à tout moment ramener les uns et les autres vers l'essentiel. Ça, ils savent le faire. Ils ont une approche très sociale, très sociétale, et ils savent fédérer. Voilà ce que je peux répondre. Et justement, comment expliquer l'absence des hommes politiques dans le bureau institutif du dialogue national? Parce que c'est pas un dialogue politique. Il y a 104 représentants des partis politiques dans les commissions. Vous ne pensez pas que c'est assez? À droite toujours. Bonjour tout le monde, madame la ministre, bonjour. Bonjour. Je voudrais particulièrement m'intéresser
c'est la commission de communication du secteur national. Alors, dans un premier temps, je voudrais savoir comment est-ce qu'elle va s'articuler. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est celle des accréditations. Comment vont se dérouler les accréditations? D'autant plus que vous avez bien indiqué que nous sommes à 10 jours des accréditations au niveau national, mais aussi nos confrères qui sont à l'étranger, qui doivent d'avance prendre certaines dispositions pour pouvoir se rendre. Est-ce qu'il y a une plateforme sur laquelle les confrères, aussi bien sur le plan national qu'international, peuvent rapidement remplir toutes les informations nécessaires pour les accréditations? Je vous remercie. Merci. S'agissant des accréditations, je puis vous dire qu'à ce jour, le ministère de la Réforme a reçu déjà quelques demandes. C'est un pan assez technique sur lequel le ministère de la Réforme des institutions va s'appuyer sur le ministère de la Communication. Très prochainement, je vais rencontrer ma collègue, Madame le ministre de la Communication, pour que nous bouclions cet aspect. Il y a un travail qui est en train d'être fait au sein de ce ministère et je pense qu'au plus tard, en début de semaine, il y aura des informations, des indications. Nous sommes déjà en train d'y penser. Je pense que pour la presse internationale, il y aura certainement un format en ligne, mais je puis vous assurer que nous y travaillons et le ministère de la Communication jouera valablement son rôle sur cette question. Madame la ministre, je suis Jimmy Mandoukou pour le journal Essor. Alors, lorsque vous avez dit que la raison de la non-mise en place d'une commission Vérité, Justice et Réconciliation révèle de la longue durée des enquêtes, est-ce une façon de dire que le CTRI s'engage à faire prendre des procédures juridiques afin de satisfaire la victime dans les jours prochains? Le CTRI s'engage, à travers le président de la transition, à mettre en œuvre, une fois les conclusions reçues, tous les mécanismes nécessaires à la réalisation, du moins la mise en forme de ces conclusions. Je peux vous rappeler déjà aujourd'hui qu'avec l'audit de Delta Synergie lancé par le CTRI à travers le communiqué 055 est déjà un gage. Le CTRI n'a peur de personne. Le CTRI a pour seule ambition de satisfaire les besoins des Gabonais. Donc, la commission Vérité et Réconciliation, beaucoup pensent, évoquent notamment des aspects humains. Comme dit souvent le président de la transition, combien coûte une vie humaine? Est-ce que vous pensez qu'au dialogue, nous allons nous pencher là-dessus? Sommes-nous qualifiés pour ça? Mais il ne s'agit pas que des vies humaines. Le communiqué 055, à travers ce communiqué, nous voyons que le CTRI a commencé à se pencher sur les crimes économiques et financiers. Donc cette commission Vérité et Réconciliation, si les conclusions du dialogue l'évoquent, sera mise en place. Mais c'est mieux, à notre sens, qu'il soit mis en place par le président élu au terme de la transition, parce que c'est un processus qui, dans d'autres pays, ont déjà montré que ça prend du temps. Au Rwanda, ça fait 30 ans, mais ils sont toujours dessus. En Afrique du Sud, ça a pris également du temps. Donc, nous ne voulons pas bâcler cette étape. Les contributions qui ont évoqué ce sujet seront, je l'espère, rassemblées pour qu'il y ait une conclusion qui invite les autorités, après le dialogue national, après la transition, de mettre en place cette commission, parce que les plaies sont là, les blessures sont là, elles sont béantes, elles sont énormes. Il y a des compatriotes dont on n'a toujours pas retrouvé les corps, c'est vrai, mais il y a des compatriotes qui ont tant perdu. Donc, vraiment, en un mois, nous n'avons pas pour ambition, nous ne prétendons pas pouvoir poser ce problème et le résoudre en un mois. C'est un sujet tellement délicat et tellement important pour notre pays que nous préférons qu'il y ait un cadre spécifique pour traiter ce sujet. Madame le ministre, Yannick Franzigo du quotidien L'Union. Vous l'avez rappelé, nous sommes à 10 jours de l'ouverture du dialogue. Parmi les récriminations des acteurs politiques et de la société civile figurent les termes de référence. Quand est-ce que vous allez rendre disponibles les termes de référence du dialogue? Parlons-en des termes de référence. Je suis un auditeur.
par mon métier. En principe, les termes de référence, c'est celui qui commande l'audit et celui qui audite qui s'entendent sur les termes de référence. C'est le CTRI qui a commandé l'audit. C'est le gouvernement de la transition qui est chargé de faire l'audit. En l'espèce, c'est le CTRI qui a convoqué le dialogue national inclusif à la demande de personne. Personne, ni ici, ni hors de cette pièce, ni à l'extérieur du Gabon, n'a demandé au CTRI d'inscrire le dialogue national inclusif à leur agenda et de le fixer dans le chronogramme de la transition. Le CTRI, avec le gouvernement de la transition, a décidé d'organiser, mais l'organisation dont il est question ici, c'est simplement des préparatifs. Les préparatifs ont commencé depuis le 2 octobre 2023, à travers l'appel à contribution formulé par le Premier ministre. C'est poursuivi jusqu'à plus récemment février, avec la collecte. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai vu aucun membre de ceux qui décrivent ces préparatifs venir vers le ministère de la Réforme pour dire « Madame, vraiment, nous sommes tels, nous proposons tel, nous souhaiterions. » Non, je l'ai découvert comme vous sur les réseaux sociaux. Le président de la République a reçu un groupe, la société civile, certains partis politiques, amenés par l'archevêque de Libreville au palais de la présidence. J'ai assisté à cette audience. Ils ont également formulé leurs inquiétudes quant aux préparatifs. Ils ont également évoqué les termes de référence. Je pense que le décret qui convoque le dialogue est déjà suffisamment explicite, donne déjà assez d'indications. Aucun d'eux, même quand ils sont venus déposer leur contribution, n'a évoqué ce sujet. Pourquoi attendre 2 semaines avant le dialogue pour se lever et crier sur tous les toits que les préparatifs, nous ne sommes pas prêts, nous n'avons pas été consultés. Mais ils iront au dialogue. Tous ces partis politiques ont des représentants au dialogue. Toutes ces sociétés, toutes ces associations et la société civile, ils sont représentés au dialogue. J'entends dire, il faut une stratégie. Une stratégie par rapport à quoi? C'est qui l'adversaire? C'est qui l'adversaire? Nous voulons que les Gabonais s'expriment. Ils ont commencé à s'exprimer à travers les contributions. Nous allons, sur la base de ces contributions, débattre au dialogue pour sortir ce qu'il y a de meilleur. Donc que chacun commence à donner ce qu'il a de meilleur, que chacun commence à être positif. Vous faites un procès, ils font un procès d'un processus qui va commencer le 2, le dialogue national inclusif. Au cours de ce dialogue, mais ils vont débattre. Les thématiques, ils les ont. Au cours de cette rencontre, un organigramme du dialogue leur a été remis. Ils connaissent les commissions, les sous-commissions. Le président de la transition, cette réunion, cette séance est tenue il y a 2 jours. Je pense mardi, si je ne me trompe, mardi ou mercredi. Le président leur a demandé de venir vers moi pour apporter. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai reçu personne. Ils ont tous mon numéro de téléphone. Ils savent où est le ministère de la Réforme des institutions. Depuis lors, je n'ai reçu personne. Même ceux qui s'épandent sur les plateaux. Je comprends que les uns et les autres posent des questions. Je l'ai dit ailleurs, c'est bien, c'est normal. Les inquiétudes, c'est normal quand on va vers ce qui nous paraît comme l'inconnu. Mais ce n'est inconnu que quand on refuse de voir. Le décret est clair. Les questions qui seront abordées au dialogue, les participants au dialogue, le nombre, les thèmes, maintenant ils les ont. Ils les ont, les thèmes. Et je les attends pour leur dire dans telle sous-commission, voilà les thématiques qui sont abordées. J'ai tous les documents qui sont prêts, mais les termes de référence, le ministre de la Réforme que je suis les a présentés au CTRI qui les a validés. Merci. Madame la ministre, je suis là pour la rédaction de l'MDL 141. Alors, Madame la ministre, vous avez, Madame la ministre, le futur dialogue est inclusif, mais la préparation est entièrement riche par le ministère de la Réforme des institutions.
à ce moment, quelle est la nature inclusive qu'on donne à ce dialogue? Aussi, à l'entendre de votre propos introductif, vous avez dit que ce dialogue ne sera pas comme les autres. On entend par là les précédentes rencontres, c'est dans Rambo, le dialogue de 2023 et les autres. Sur quoi vous appuyez-vous pour dire que cet événement n'approchera pas d'une solution, alors même que plusieurs personnes dénoncent déjà des irrégularités au niveau de l'organisation et appellent à un report? Et finalement, quels sont les critères qui ont prévalu pour le maintien de la date, alors que, comme je le disais précédemment, plusieurs acteurs des organisations appelaient à un report des dates de la dialogue? Merci. Le président de la transition, recevant les uns et les autres, a rappelé que les militaires ne reculent pas. Ils intègrent, ils écoutent, mais ils ne reculent pas. Cette date du mois d'avril, que nous avons circonscrit du 2 au 30, parce que le 1er avril sera un jour férié avec la célébration de la Pâque pour les chrétiens. Donc, du mois d'avril, c'est connu de tous depuis la publication du chronogramme. L'appel à contribution a été lancé le 2 octobre. Nous sommes aujourd'hui à la fin du mois de mars, à 10 jours de l'événement. Nous sommes aujourd'hui le 22 mars. Je vous le dis, je n'ai reçu personne qui a évoqué des questions de préparation du dialogue. J'ai reçu une contribution via Madame le Président du Sénat qui proposait un format, mais qui, sur le plan temporel, ne nous a pas paru réalisable. Celui de convoquer des assises départementales, départementales, voire provinciales, et ramener l'information. Je rappelle que lorsque le Premier ministre a lancé l'appel à contribution, il s'agissait pour nous d'avoir 2 mois. Et nous avons pensé qu'en 2 mois, mettre des sous-structures au niveau départemental et remonter l'information jusqu'à Libreville, ça allait être difficilement réalisable. Donc nous avons fait le choix de mettre en place des outils informatiques, mettre à disposition le ministère, d'envoyer les collaborateurs du ministère, du ministre de la Réforme à l'intérieur. Et nous sommes allés dans les coins les plus reculés. Mes collaborateurs sont, pour certains, revenus quasi malades. Il y a des endroits où ils sont allés à pied, avec les personnels de commandement et les forces de défense et de sécurité qui sont sur place. Donc, qu'on nous dise que c'est pas inclusif, je voudrais comprendre. 38 000, plus de 38 000 contributions. 1. Le décret décline différentes catégories. Ça va des partis politiques, ça va aux universitaires. Les universitaires seront représentés, je pense que 10, ils ont 10 représentants. Les populations autochtones, les personnes vivant avec un handicap, toutes ces catégories, je pense plus d'une vingtaine, avec des quotas, seront représentées. Les femmes ont 15 représentants, mais il y a des femmes dans d'autres. Les partis politiques ont des femmes. L'administration centrale a des femmes. Tous les autres, la société civile, il y a des femmes. Donc vraiment, les femmes seront représentées. Au bureau, il y a des femmes. Peut-être pas un quota que certains attendent, mais moi j'en attends plus de la qualité des contributions. Parce qu'il en va du devenir de notre pays. Les jeunes sont représentés. Il y a un jeune au bureau. Il y a des jeunes parmi les commissaires. Je crois qu'il y a même une jeune parmi les membres du bureau. Donc vraiment, je comprends les préoccupations, mais je pense aussi que ces préoccupations, les uns et les autres veulent être sûrs que eux, ils seront au dialogue. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit pour le chef de l'État de présenter, d'avoir au dialogue national des personnes, de nouvelles personnes éventuellement, des jeunes, des femmes, qui sont également capables de se prononcer valablement sur le pays. Les autres dialogues, avant celui-ci, en dehors du dialogue national, de la conférence nationale de 90, les autres dialogues étaient purement politiques. Je l'ai dit, et je continuerai de l'affirmer jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire. C'était un parti politique où
la majorité au pouvoir qui invitait l'opposition. Au moment d'y aller, après, l'opposition se divisait. Mais ça restait des politiques. Les civils, dans toutes leurs composantes, étaient mis à l'écart. Et ces politiques décidaient toujours, à l'issue de leurs travaux. Il n'y avait aucun référendum. Je rappelle que le dernier référendum que nous avons eu dans ce pays, il date de 30 ans, c'était en 94. Entre 94 et le référendum à venir, de la fin de l'année, à aucun moment, on a consulté le peuple. Ces hommes politiques se réunissaient et posaient des actes graves au nom du peuple. Ils touchaient à la Constitution. C'est vrai qu'ils allaient au Parlement, mais nous savons tous quelle était la coloration du Parlement à l'époque. Donc, vraiment, monsieur, je pense, humblement, que tel qu'il est proposé, il est et il sera inclusif. Là, nous disions qu'il y a une question, s'agissant d'une heure de la guerre, en fait. Vous l'avez dit sur réalité, et vous venez de le rappeler, l'organisation de ce dialogue va coûter entre 3 et 5 milliards. Beaucoup estiment, et vous avez également dit que les participants à ce dialogue n'auront pas de perdième, mais beaucoup estiment qu'en fait, les 3 et 5 milliards vont servir au paiement des perdièmes. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Lorsque nous réunissons des compatriotes, un exercice de ce genre, vous réunissez plus de 500-600 personnes, parce qu'il n'y aura pas que les commissaires. Il y a la sécurité qui doit être assurée, il y a la santé qui doit être prévue, il y a l'organisation qui est là, il y a les observateurs, mais surtout les experts aussi, qui seront là pour aider, assister les panélistes en cas de préoccupation dont ils ont l'expertise. Donc, ça fait du monde. 580, ce sont les commissaires, bureaux et les autres. Mais il y a beaucoup plus que ça derrière cet exercice. Et vous réunissez ce beau monde pendant près d'un mois, pendant un mois, le matin jusqu'au soir, mais vous devez leur permettre de se restaurer. Sinon, au bout de 2 jours, nous n'aurons que des hospitalisés. Donc, nous devons les restaurer, nous devons les sécuriser, nous devons les transporter, ceux de nos compatriotes de la diaspora et ceux qui viendront de l'intérieur. Il y a plus de 100 personnes qui viendront de l'intérieur du pays, les collectivités locales. Donc, il faut bien faire venir ce beau monde. Il faut bien les loger, les sécuriser, les nourrir. Donc vraiment, je l'ai dit, nous n'allons pas chipoter sur la question parce que l'heure est suffisamment grave. Les questions financières, nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas de désordre, entre guillemets. Je l'ai dit tantôt, si jamais le président de la transition décide qu'il y a des perdièmes, mais j'espère que ceux qui les décrivent ne les prendront pas. J'espère. Parce qu'il ne s'agit pas... Combien nous allons leur donner comparé à ce qu'ils vont apporter, à ce que nous attendons d'eux. Donc, s'il y a perdième, je pense que les uns et les autres, maintenant, celui qui estime que c'est insuffisant, là, je viendrai donner son nom ici. Ça, soyons sûrs. Merci. Oui, nous avons fait à peu près le tour des questions. Madame la ministre va répondre encore à 2 questions. 2 dernières. Oui, les 2 dernières questions. Ensuite, nous allons reprendre la parole pour vous décliner la suite du programme. Et son avis. Madame la ministre, Karma Kemba, de la rédaction du Gabon Bataille. Alors, je voudrais revenir sur la question de la souveraineté du dialogue national. Le gouvernement a sa propre définition. Vous disiez tout à l'heure que cette souveraineté devrait s'exercer dans le cadre du référendum qui sera sanctionné. Quelle crainte y avait-il réellement à laisser Monseigneur Ibarra disposer de toute la souveraineté du dialogue national? Est-ce que le gouvernement ou le CTRI souhaite conserver une mainmise sur les conclusions du dialogue? Alors, j'ai une autre question. On va commencer par celle-là. Le gouvernement n'a pas sa définition de la souveraineté.
Ce que le gouvernement dit, et le CTRI, c'est que la souveraineté n'appartient qu'au peuple. 580 personnes qui se réunissent pour parler du pays. Est-ce que c'est souverain dans un pays qui a à peu près 2 millions d'habitants? Ça s'est fait ailleurs. Ils se sont concertés, les politiques se sont concertés, ils ont décidé et ils ont manipulé la Constitution. Dans les contributions, une large part est mise, notamment sur les questions de Constitution, dans les contributions, le tripatouillage, la manipulation, avec les mots que nous connaissons de la Constitution. Mais c'est de ça dont il s'est agi après la Constitution de 91. Les politiques l'ont manipulé, manié, tripatouillé à souhait. À aucun moment, sauf en 94, nous avons eu l'expression du peuple. Et le CTRI et le gouvernement de la transition comptent sur cette expression du peuple au cours de référendums constitutionnels prévus en fin d'année. Voilà. Nous n'avons pas, moi je pense aussi que nous faisons, et c'est dommage, un mauvais procès aux autorités de la transition. Ces autorités nous ont libérés. Je voudrais comprendre. Les forces de défense et de sécurité nous ont libérés. Nous sommes contents. Nous parlons, nous dansons ensemble. Au cours de l'ouverture de la session, la première session parlementaire de l'année 2024 au Sénat, il y a eu certainement des images, vous avez trouvé des personnalités qui ne se parlaient peut-être plus, ont dansé ensemble. Nous avons eu l'honneur d'avoir Monsieur Pierre Clara Kenenge qui nous a entretenus sur le plan musical. Nous avons dansé ensemble. J'étais dans la salle. Les uns et les autres étaient heureux. Vous pensez que ces mêmes autorités vont avoir des actes contraires à ce que le peuple veut? Mais le président l'a dit. Le CTRI n'a de cesse de le dire. Sa boussole, c'est la satisfaction du peuple gabonais. Est-ce le peuple gabonais dans son ensemble qui a exprimé ce souhait ou bien des politiciens, des hommes politiques et ou les uns et les autres dans leur bureau? À l'issue du dialogue, il y aura une constituante qui va se mettre en place pour proposer au peuple gabonais une constitution. Si le peuple se reconnaît à travers cette constitution dans ce qu'ils ont formulé dans leur contribution, le peuple votera en conséquence. Et là, nous aurons l'expression souveraine du peuple dans la constitution à venir. Par la suite, si ce sont des lois organiques, ordinaires, qui doivent être prises, mais le Parlement, qui est la représentation du peuple, va s'exprimer et va s'assurer que ce qui a été dit, ou du moins conclu au dialogue national, est mis en œuvre. Et s'il y a des écarts, ils joueront leur rôle. Ils ont un pouvoir d'amendement que je voudrais rappeler. Les représentants du peuple au Parlement ont un pouvoir d'amendement. Donc ils l'exerceront le moment venu. Madame la ministre, je vais poursuivre. La deuxième question porte sur les objectifs du dialogue national. Donc, on considère qu'il faudrait prioriser les questions politiques. Quelle est la position du gouvernement? Et une toute dernière question portant sur la parité. Est-ce que le gouvernement ou le CTRI a un problème avec cette question de la parité? Vous êtes 8 dans le gouvernement. Au sein du bureau du dialogue national, 8 femmes également sur 28 membres. Je vous remercie. 8 femmes sur 28 membres, mais 8 femmes de qualité. Madame le général de division Onkanoa, Madame Benga Bongon, mettez-moi de côté, je ne vais pas me juger. Les autres, Madame Justine Minsa, Sœur Oyembo, n'avons-nous pas là de femmes de qualité? Est-ce qu'il s'agissait de mettre 30% de femmes, quel que soit d'où elles viennent? C'est vrai, c'est un critère, nous avons pris des engagements. Je vous l'accorde. Mais nous sommes dans un exercice où
nous avons d'autres préoccupations. La qualité des contributions. Je ne remets pas en doute la qualité éventuelle des féministes et autres. Non. Mais je pense que nous avons là des femmes de qualité. Et maintenant, les femmes, je disais tantôt, dans les partis politiques, il y aura des femmes. Il y en a qu'on n'en attend même pas. Il y aura des femmes. Je pense que là, le quota sera respecté. Au Sénat, à l'Assemblée nationale, il y a des femmes. Il y aura des femmes, certainement. Il y a des femmes représentant des jeunes, il y aura des femmes. Les populations autochtones, il y aura des femmes. Il y aura des femmes dans chacune des catégories. Donc, on pourra peut-être faire le point sur les 580. Je ne dis pas que sur les 580, nous allons respecter le quota parce qu'il ne s'agit pas là pour nous d'une priorité. Nous voulons des femmes et des femmes qui viennent contribuer valablement. Les jeunes seront représentés. Les femmes ont tout un groupe pour elles. C'est pas des hommes qui viendront représenter les associations de femmes. Comptez sur moi pour m'assurer pour que ce soit pas le cas. Mais une femme pourra venir représenter une association de jeunes, un parti politique, et j'en passe. Ne nous écartons pas de l'essentiel. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Les femmes jouent leur rôle. Vous parlez des ministres, mais dans la haute administration gabonaise, vous avez fait le point, poste par poste, des secrétaires généraux, des inspecteurs généraux, des directeurs généraux, des chefs de service. Mais il y a beaucoup de femmes. Moi qui viens de la magistrature, la Cour des comptes, allez voir. Il y a beaucoup de femmes. Dans la magistrature, il y a beaucoup de femmes. Les hommes commencent à se plaindre, mais c'est pas de notre faute, hein, on est là. Donc, il y a des domaines où les femmes sont représentées, et fortement représentées, et ont quasiment un monopole. Il y a des domaines pas très visibles, c'est vrai, mais les femmes sont représentées dans la société gabonaise. Merci. Sur les objectifs du dialogue. Les objectifs du dialogue sont fixés par le décret 115, se prononcer sur la durée de la transition, et globalement, se concerter en vue d'un avenir meilleur pour notre pays. Il y a aucune question politique? Non, c'est pas un dialogue politique. Les politiques seront là, ils vont parler. Je vous signale que dans les contributions, il y a plus de 11 000 contributions sur le social, sur le bien-être et le social, santé et j'en passe. Les politiques viennent un peu après. Donc, il ne s'agit pas d'un dialogue politique, je le répète, je le réaffirme, mais ils ont leur rôle, parce qu'après, ils vont prendre le relais le moment venu pour la gestion de la cité. Mesdames et messieurs les journalistes, nous sommes parvenus donc à la fin de cette conférence de presse. Nous allons laisser à Madame dire son mot de travail. Moi-même, je m'applaudis. Peut-être quand même semblant de m'applaudir. C'est son premier exercice, donc du coup, c'est sa première. Alors, vraiment, nous sommes arrivés à la fin. Merci. Donc, à côté des questions légitimes que nous venons d'aborder et que posent les uns et les autres, il faut toutefois, et par-dessus tout, mesurer et prendre connaissance des enjeux politiques, économiques, sociaux, voire culturels de ce tournant historique de notre pays, que notre pays a emprunté le 30 août 2023 suite au sursaut patriotique des militaires. Le 30 août doit nous rappeler la faillite morale de notre société, mais surtout la faillite de nos institutions. Des institutions qui n'ont pas su jouer leur rôle depuis quelques années, quelques dizaines d'années. Toutefois, ce regard dans le rétroviseur ne doit pas nous empêcher d'avancer ensemble. Ensemble, nous devons doter notre pays de textes qui garantissent et protègent les droits des populations, des lois qui leur rappellent aussi leurs devoirs. Ensemble, nous devons doter notre pays d'institutions fortes, susceptibles de résister aux intérêts des personnes, notamment
celle qui nous gère. Ensemble, nous devons préserver notre pays de toute forme de violence, surtout des violences post-électorales. Ensemble, nous devons doter notre pays de leviers économiques forts. Ensemble, nous devons nous réapproprier nos valeurs. Ensemble, nous devons construire et garantir à nos enfants un meilleur avenir. Le Gabon que nous voulons, construisons-le ensemble. Pour cela, nous devons changer de paradigme, changer de manière de faire. Je vous remercie.